Cette capsule est une présentation de la ville de Rigaud. Située à l'extrémité nord-ouest de Vaudreuil-Soulanges et avec une population de près de 8000 habitants, Rigaud s'étend sur un territoire de 113 km², propice tant à l'agriculture qu'au développement urbain. Marc-Anthony des Jeunes Explorateurs a voulu en savoir davantage sur l'aspect historique de cette ville. Alors, je suis avec Jean-François Cloutier de Rêche, candidat à la maîtrise. Oui. Alors, votre maîtrise, pouvez-vous m'en parler un peu? Donc, c'est sur l'évolution de la forme urbaine, de la forme architecturale de Rigaud. Donc, on part des débuts de la seigneurie, un peu de la période amérindienne jusqu'à nos jours. OK. Pourquoi avoir choisi Rigaud comme votre sujet de maîtrise? Ça remonte, en fait, à l'inventaire du patrimoine bâti, en fait, de la région de Vaudreuil-Soulanges, la MRC. Donc, c'est un projet en collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la chaire de recherche en patrimoine du Canada, en fait, en patrimoine urbain, et du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Donc, qui était de faire un inventaire, en fait, de tout ce qui était patrimoine à potentiel patrimonial dans la région, de le classer, faire un inventaire. Ça, c'était vraiment un peu général. La seconde partie était soit d'avoir des étudiants provenant de la région ou de la chaire qui iraient un peu plus dans le détail, donc qui feraient des recherches un peu plus poussées sur les nouveaux villageois. Puis donc, moi, étant membre de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, moi, je me suis intéressé à Rigaud parce que je trouvais que le cadre bâti était riche. Il y avait des interrogations et des questionnements, la présence encore du manoir seigneurial, du Collège Bourget, des grandes institutions. C'était riche en architecture. C'était riche à découvrir, c'était riche à avoir expliqué, contrairement à, malheureusement, peut-être d'autres villages un peu plus petits où il y aurait des choses à dire, mais nécessairement, ça aurait été un peu plus court. Rigaud semblait intéressant à aller fouiller plus loin. OK. Si on remonte aussi loin qu'on peut, à quoi est-ce que Rigaud ressemblait à l'époque des colonies européennes, par exemple? C'est un territoire qui est libre de tout établissement permanent, mais c'est un territoire qui n'est pas inhabité. Hein, c'est la rivière d'Outaouais jusqu'à, en fait, très loin au nord, c'est le territoire du peuple des Algonquins qui vont établir, qui sont des adeptes de la transhumance, donc des gens semi-nomades qui vont établir des campements selon les saisons, selon les périodes de chasse. Donc, on peut imaginer que les abords de la rivière d'Outaouais, de la rivière à la Graisse, de la rivière à la Raquette vont être le lieu de campement saisonnier ou même de repos sur le long des voyages. Donc, il y a ça. C'est aussi le lieu d'une nature qui est absolument vierge. Quand l'intendant Hoccart, en 1732, va accorder la seigneurie de Rigaud et de Vaudreuil aux frères Rigaud de Vaudreuil, ils vont spécifier que les chênes qui sont sur les abords de la rivière à la Graisse sont propriété du roi pour la construction navale. Donc, imagine des arbres immenses pour construire les monts, construire les bateaux. Même la péninsule au complet était couverte là, de forêts très denses qui vont disparaître, en fait. Parce qu'au cours du 9e siècle, la drave va se faire sur les rivières régionales, donc qui va passer de la région. Puis j'imagine que Rigaud, c'est un poste de drave important, étant juste à côté de la rivière. C'est ça. Donc. Après ça, ça a été l'ère seigneuriale. Est-ce que ça a été une période où il y a eu beaucoup de colonisation ici? Ça a été assez hésitant, en fait, même pour autant dans la région au complet, parce que Rigaud, puis en fait, c'est ça, la région au complet est assez loin à cette époque-là de Montréal, des centres plus anciens. Puis, il n'y a pas de route, non? Il faut y aller par bateau. Il y a encore le contexte un peu des guerres avec les Anglais, les Iroquois. Parce que j'imagine que les Iroquois n'étaient pas vraiment heureux à l'idée que des gens prennent... Non, bien sûr, il y a la Grande Paix en 1701, mais ça reste encore l'endroit un peu, grand guillemets, là, sauvage et tout ça. Donc, les frères Rigaud de Vaudreuil vont avoir des postes aussi dans l'administration de Nouvelle-France et dans tout ce qui est la conquête. Ne sont pas occupés, négligent en fait le peuplement de leur seigneurie. Ça va changer quand, après la conquête, la seigneurie va être achetée par Michel Chartier de Lobinière et il va concéder quelques terres à L'Anse-à-la-Raquette, donc la première concession de la seigneurie de Rigaud. Encore là, ça va être très, très hésitant, mais c'est vraiment sous son fils qui va racheter la seigneurie, Michel Eustache Gaspard de Lobinière, en 1771, qui là vraiment va organiser la seigneurie. C'est lui qui va construire le moulin, c'est lui qui va amorcer le peuplement, particulièrement pour la ville de Rigaud, dans les concessions de la rivière la Graisse nord-est, sud-ouest. C'est là que vont arriver les premières familles, en 1783, là, les 6 familles fondatrices. Et le mythe, donc le mythe commence sous son règne, puis là, ça s'enclenche avec les différentes concessions, Saint-Thomas et tout et tout. C'est vraiment à partir de 1771 et en montant que ça commence. Vers le début des années 1800, malgré le fait que vous avez dit que Rigaud avait une colonisation un peu hésitante,
il y a eu un certain développement économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au début du 19e siècle, on est encore à l'époque du commerce de la fourrure. Hein. OK. Donc, et la rivière du Outaouais, et c'est l'autoroute, c'est la grande rivière, c'est le mythe, c'est l'endroit de passage pour pénétrer à l'intérieur du continent, vers les grandes réserves de pelleterie qui sont dans le nord du continent. Donc, en l'absence encore de route, ou en tout cas avec un réseau qui est embryonnaire, en fait, la route arrive à Rigaud vers 1792, mais ça reste encore sous les intempéries, là, non, vraiment pas. Donc, ça reste encore plus facile de passer par bateau, faire des grands équipages de canots. Et Rigaud, à cette époque-là, puis Robert-Lionel Séguin le dit, c'est un peu le dernier avant-poste de la civilisation. Parce qu'en 1783, quand ça commence à s'organiser, donc de 1783 à 1800, sur la rivière d'Outaouais, c'est le dernier établissement européen. Il n'y a rien d'autre. Hull va être le prochain, mais seulement en 1800. Donc, c'est une période de quasiment de 17 ans. Okay. Il faut nécessairement, avant de continuer, en tout cas les chances sont grandes, de s'arrêter à Rigaud pour se ravitailler, pour dormir, pour reprendre des forces avant de faire le grand voyage, parce que sinon, après ça, il n'y a rien, sinon les peuples amérindiens avec lesquels on va faire des échanges. Donc, ça entraîne l'apparition d'une classe là, qui va être marchande, qui vont construire des magasins généraux, qui vont construire des auberges. Charles Larocque, comme on a discuté, encore selon Robert-Lionel Séguin, il y aurait eu 19 auberges à cette époque-là. Donc, okay, pour un village qui est encore réduit, c'est vraiment une industrie. Puis ça, c'est Charles Larocque étant un de ceux, mais il y en a plusieurs autres. Puis, oui, c'est ça, je pense. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, le développement économique s'est déplacé de la rue Saint-Pierre à Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui a causé ce déplacement-là? Bien, selon mes théories, c'est un peu la généralisation de l'utilisation de l'automobile. OK. Donc, auparavant, puis c'est un peu aussi en lien avec la construction du pont en 1938. Avant la construction du pont qui va il va étendre en fait la rue Saint-Jean-Baptiste dans sa partie ouest pour continuer vers Ottawa. Les gens sont obligés de passer par la rue Saint-Pierre pour aller prendre le pont qu'on avait parlé, le vieux pont, qui passe par la rue Saint-Anselme. Mais c'est un peu compliqué, puis il y a des problèmes de communication entre les deux sections de la ville. Avec la construction du pont, les gens peuvent seulement traverser, donc il y a une partie des consommateurs qui étaient captés, qui devaient ensuite souvent aller vers les commerces, qui ne passent plus, qui n'ont plus de raison d'y aller. Ensuite, entre le noyau villageois de Rigaud, puis Rigaud a toujours eu un peu trois petits pôles. Donc le noyau ancien, le village Bingham qui est un peu dépassé de Collège Bourget sur le chemin des Érables. Puis, à l'intérieur des limites de la ville, il y avait ce qu'on appelait le village de la Grande Ligne ou le village des 16, qui, pour une raison que je n'ai pas encore élucidée, quand on regarde des photos anciennes, à partir du noyau villageois, il y a un espace. Donc, il y a des petites maisons, il y a un grand espace, et là, il y a une petite agglomération, il y a une petite localité. Donc, ces terrains-là ne vont pas être occupés pendant une grande partie, même du début du 20e siècle, mais ça va coïncider avec, justement, l'utilisation de l'automobile, des grands terrains. Donc, une partie des entrepreneurs locaux qui vont commencer à y construire des grands garages, des prototypes de magasins à grande surface, de magasins de détail, que les bâtiments sur la rue Saint-Pierre, du fait que la rue, en fait, est complètement construite. Il n'y avait pas assez d'espace. Pas assez d'espace, pas assez... Donc, l'habitude des consommations vont changer vers ces commerces-là. Puis, c'est ça. Donc, l'autoroute transcanadienne, ensuite, vers les années 50, on parle d'un mouvement peut-être qui va vraiment s'accélérer dans les années 40, 50. Les années 50, c'est l'autoroute transcanadienne qui rejoint le noyau, qui rejoint Rigaud. Et là, ça va vraiment sonner le glas, en fait, pour la rue Saint-Pierre et même un peu en partie pour la rue Saint-Jean-Baptiste, parce que maintenant, même quand on regarde le commerce de détail, la majeure partie va se concentrer dans ce qu'on appelle un power center, vraiment collé à l'autoroute. Et les petits commerces plus traditionnels, la rue Saint-Jean-Baptiste, eux aussi ont de la difficulté. Même la Caisse populaire des Jardins, qui était sur la rue Saint-Pierre, et maintenant entre un Subway ou je ne sais pas quel commerce, mais dans le sens que et un endroit où c'est facile, des grands stationnements et proches. Donc les gens peuvent traverser maintenant littéralement sans passer. Il y a certains magasins qui ont dû se relocaliser. Qui sont réalisés ou ils ont complètement fermé. Donc sur la rue Saint-Pierre, qu'est-ce qui était commerce est maintenant devenu résidence. Ou est en perpétuelle quête d'un locataire avec... donc on le voit là présentement en se promenant. La ville de Rigaud a récemment célébré son 20e anniversaire. Mais la ville est bien entendu beaucoup plus vieille que ça. Pourquoi est-ce qu'on parle du 20e anniversaire de Rigaud? Bien, c'est l'année de la fusion, donc la fusion entre la municipalité de Paroisse puis de la ville de Rigaud. Il faut savoir qu'ils avaient déjà été unis ensemble pendant une certaine période de la création d'une municipalité en 1855, les premières municipalités, jusqu'en 1881, où les entités vont se diviser. Après ça, les raisons de la fusion, je pense que c'est un peu une question de
c'est un peu technique, mais je pense que c'est une question de rationalisation des coûts. Tu sais, pour une cité de paroisse, une population très rurale, mais aussi un énorme territoire. Et quand il faut offrir une palette de services qui est équitable à tous les citoyens, c'est très coûteux, avec des revenus qui peuvent aussi être un peu difficiles à avoir. Dans ce qu'il y avait Ville de Rigaud, qui ne s'est jamais développé non plus de pôle secondaire permettant d'être un centre-ville à la municipalité de paroisse. Les deux utilisaient les services de la ville. La ville était encore centrale et possédait les infrastructures nécessaires. Donc, je pense que ça a été une solution gagnante-gagnante qui ont pu aussi unir leurs forces, en fait. C'est dans la municipalité de paroisse qui possédait la montagne, le bord de l'eau, la rivière d'Outaouais, d'autres choses. La ville de Rigaud possédait plus de cartes industrielles. Donc, en unissant, je pense, les forces des deux, ils ont créé une ville plus moderne. Je pense que la cité était rendue dans les années 90 avec un moment là, en fait, propice aussi à une fusion comme ça. Les villes modernes peuvent être plus grandes, peuvent répondre aux besoins de leurs citoyens, même s'ils possèdent une plus grande superficie. Là. Donc, Bien, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir.